La violence, facile d'en parler, de la dénoncer, de pointer les coupables, la TV, Internet, les jeux vidéo. Mais comment lutter contre ce phénomène inquiétant? À qui la responsabilité? Aux parents, à l'école, à la police, aux diffuseurs, au gouvernement? Pour en discuter ce soir avec mes trois invités, j'ai Carl Champagne, qui est éducateur spécialisé au pavillon Joseph Fecteau de la polyvalente de Thetford, Marc Lorange, intervenant à Homme à Homme, et Philippe Hugo Marcoux, un jeune de 18 ans qui a vécu la problématique de la violence. Mais avant d'en parler, on va aller voir ce que les jeunes pensent des solutions. Il faut juste en discuter, ça reste un sujet tabou, les gens en discutent pas, pantoute. Le monde est là, ah ben, on peut rien faire. Ah, tout le monde en a déjà vu dans une polyvalente de la violence comme ça. Tout le monde le voit, mais personne agit. Il faut juste agir puis commencer à en parler. Si on vit la violence, il faut en parler. C'est difficile parce que les personnes qui sont victimes de violence vont croire que c'est de leur faute. Tu sais, ils rapportent toujours ça sur eux. Ils veulent pas en parler, ils veulent pas dénoncer parce que la plupart du temps, c'est des proches. Dans ce temps-là, ils veulent pas dénoncer la personne parce que la personne ne veut pas, ils l'aiment quand même. Je sais que dans les cours primaires, ils font des projets, là, pas des agents de paix, là, mais d'apprendre à régler les problèmes sans la violence. Puis je pense que c'est bien important, puis que si ça pouvait se faire très, très jeune, puis quitte à en faire au secondaire, juste de montrer que ça se fait, de régler les problèmes autrement. Puis souvent, ben ça pourrait régler bien des problèmes avant d'en arriver au coup. Là. Il y a des jeux 18 ans et plus, des films 18 ans et plus, mais quand tu es jeune, que tu as 10-12 ans, c'est aux parents à contrôler ça puis à dire ces jeux-là, je vais pas acheter à mon enfant un jeu de 18 ans et plus. Là. Ça, c'est pas sous le pouvoir de l'enfant, c'est surtout lui du parent. Là. Sûrement réduire justement cette violence-là à la TV, puis faire un peu en parler un peu dans des campagnes. Qu'est-ce que la violence rapporte? Qu'est-ce que la violence a l'effet sur les personnes qui l'ont subi? Peut-être faire de la prévention au niveau des jeunes. Mettons, emmener des personnes, mettons, des hommes violents ou parler de leur expérience de vie peut-être aux jeunes. Qu'est-ce qui les ont poussés à faire ça, puis comment s'en sortir, parce qu'il n'y a pas vraiment de moyens. Il n'y a pas vraiment de place où tu peux aller, parce que moi, j'en connais pas vraiment, là, de place où tu peux, mettons, parler des problèmes que tu as. À part la TES puis les adultes autour, on peut pas vraiment en parler à personne. S'il y aurait peut-être des conseillers ou des entrevues ou des affaires de même, peut-être que ça l'aiderait peut-être à faire de l'intervention auprès des jeunes délinquants. Bien, je sais qu'il y a beaucoup de ressources pour ceux qui sont violents, comme il y a d'Homme à Homme, pour les femmes, il y a la JT. Je pense qu'il y a amplement de ressources pour que, si tu veux vraiment t'aider, tu peux t'en sortir. Là, tu peux te sortir de ce cercle-là là, de violence. Il faudrait apprendre à trouver des alternatives à la violence. Savoir communiquer mieux, puis montrer les conséquences de la violence aux jeunes. Moi, j'ai des amis, j'ai fréquenté des personnes que ils ont pas eu le choix, là, dans le fond, d'aller consulter parce que ça allait pas, puis même que il y a des thérapies de couple. Ça c'est très bien. Là. En tout cas, ceux qui ont été là-dedans, ça a bien marché. Là. Donc, j'en discute ce soir, comme je vous disais, avec trois personnes. Et pour commencer la discussion, j'aimerais ça qu'on parle de la lutte à l'intimidation et la violence. Est-ce que c'est une priorité dans notre société et à l'école? Monsieur Lorange? Une priorité? Je ne suis pas sûr que la violence, c'est un sujet prioritaire. Je ne saurais pas trop quoi en dire. Je sais juste qu'au niveau de la violence conjugale, ça a été structuré, encadré. Okay? Il y a un plan, c'est clair, c'est précis. Lorsqu'il est question de violence conjugale, il y a tout un protocole de filet de sécurité, autant pour les victimes, puis il y a des services qui ont été développés pour les agresseurs. Mais au niveau politique ou au niveau
général, je ne pourrais pas dire que c'est une priorité à toute épreuve. Monsieur Champagne, à l'école, est-ce que c'est une priorité de contrer la violence? Bien évidemment, la violence à l'école, nos interventions sont primordiales, tout comme à la maison. Alors évidemment, on offre un paquet de services à des jeunes qui ont diverses problématiques, que ce soit au niveau de l'éducation spécialisée, travailleurs sociaux, psychologues, psychoéducatrices, des intervenants en toxicomanie. On a également le service de police qui vient y faire de la prévention. Donc évidemment, on a un rôle important à jouer au niveau de la violence chez nos jeunes. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste à l'école, c'est également à la maison. OK. Philippe Hugo, toi, tu dirais-tu que la violence et la lutte contre l'intimidation, la violence, c'est une priorité dans notre société aujourd'hui? Bien, ça devrait l'être. Mais moi, je pense qu'on ne dispose pas assez de ressources pour être capable. En tout cas, tu peux aider quelques personnes, mais en général, je pense que c'est quasiment impossible là, de combattre ça. Là. Okay. Mais la raison pour laquelle on se pose peut-être la question à savoir si c'est vraiment une priorité pour notre société, c'est peut-être parce que c'est devenu en quelque sorte une normalité. Et ce qui est une normalité à ce moment-là ne devient pas une priorité. Okay. Qui devrait avoir la responsabilité de cette lutte-là? Individuellement. Je pense que chaque personne est concernée, moi, par le problème de la violence, telle qu'elle soit. OK? Se positionner individuellement, à savoir c'est quoi ma position face à de la violence, à des gestes de violence, à être témoin de la violence, à l'agir violent. Je pense que c'est important de se positionner clairement là-dessus, de manière individuelle, et d'exprimer cette position. Mais comme il y avait une de vos interviewés tantôt qui disait c'est tabou. On parle pas de ça. On parle pas de ça en famille, on parle pas de ça entre amis. C'est bien rare qu'on parle de ça quand on va au restaurant. On ne parle pas de violence. On la vit, elle est là, elle est présente, elle est normalisée, comme notre ami vient de dire. Même banalisée? Et banalisée, tout à fait. Je pense que ça fait quasiment partie de la vie. Mais pour contrer cette violence-là, c'est vraiment un travail d'équipe et un travail de communication. C'est un travail au niveau des parents, au niveau des écoles, au niveau de la société, mais c'est la responsabilité individuelle d'en parler. Combien de fois des gens sont témoins d'actes de violence et décident de fermer les yeux? Justement, à l'école, quand on est témoin d'un acte de violence comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec le jeune? Est-ce que c'est la même chose pour les jeunes du primaire et du secondaire ou il y a des façons différentes d'intervenir? Les façons peuvent être différentes d'intervenir, mais se rejoignent. Évidemment, on va procéder à un travail individuel avec l'enfant. On va également faire des communications avec les parents et également des communications à travers les différents intervenants qui gravitent autour du jeune. Pas seulement les éducateurs ou les intervenants spécialisés, mais aussi auprès des enseignants ou auprès de toute personne qui a à jouer autour du jeune en question. Et quand il y a une intervention qui est faite avec les parents, est-ce que les parents participent bien ou sont plus du genre à dire « mais regarde, c'est pas mon enfant, il n'est pas comme ça ». Je croirais qu'en général, il y a une bonne collaboration des parents. Toutefois, il y a des parents pour qui c'est plus difficile cette collaboration-là parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des parents qui sont quelque peu démunis face à ça. Donc, on ne peut pas généraliser, mais règle générale, je crois que la collaboration est là. Et de là, l'importance de bien communiquer et de travailler tous dans le même sens. Parce que ce qu'on fait à l'école doit être également poursuivi à l'école, doit être poursuivi partout dans la société. Là. Toi, Philippe Hugo, quand tu étais à l'école, est-ce que tu as eu des interventions qui ont été faites par rapport à toi pour des actes de violence que tu avais commis? Ben, à l'école, disons, moi, je trouve qu'ils ils font pas la job comme du monde. Moi, dans le fond, aussitôt que tu as une problématique, une fois, il y a un intervenant qui vient te voir, mais tu sais, c'est pas vraiment convaincant, puis quand ça devient répétitif, c'est un problème, mais ils cherchent pas à régler le problème, c'est toi, ils te mettent dehors, puis les ressources, du coup, moi, je pense qu'il y a un cheminement à faire là-dessus, parce qu'à l'école, là, ils sont pas assez tolérants pour... dans le fond, ils vont pas chercher le problème source, là, si c'est répétitif, c'est toi le problème, puis sors de mon établissement, puis c'est pas mal la même que ça se passe. C'est qu'un jeune qui a des problèmes de violence,
pour l'amener à régler son problème de violence, ça se fait pas du jour au lendemain. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui jouent autour de ça. Qu'est-ce qui pousse un jeune à être violent? Ça peut être son entourage, ça peut être ses amis, sa gang, entre guillemets. Ça peut être parce qu'il se passe des choses à la maison. Donc, nous, à l'école, ce que l'on peut faire, c'est d'amener le jeune à se responsabiliser, à gérer en quelque sorte ses agirs, avec qui il se tient à l'école, puis tout ça. Mais on ne peut pas aller au-delà de l'école, puis se rendre à la maison et dire, mais regardez, vous devriez faire telle chose, là. Donc, le parent a un rôle primordial à jouer là-dedans. Oui, c'est un travail de complémentarité. Tout à fait. Monsieur Lorange, au niveau des parents, est-ce que vous considérez qu'ils ont un rôle important à jouer dans la lutte à la violence? La violence est un sujet qui est tabou. Il n'y a personne qui veut être étiqueté violent. OK? Un jeune qui a un problème en violence, le père va dire, bon, ben, mon jeune a des problèmes de comportement. Nous autres, à d'homme à homme, secteur adulte, une des spécificités de notre clientèle, c'est que les hommes ne demandent pas d'aide. OK, ils ne viennent pas. C'est bien rare qu'un homme m'appelle et qu'il dit Marc, il faut absolument que je te rencontre parce que j'ai un problème de violence. C'est pas comme ça qu'on nous fait la demande. On dit ça va pas, ça marche pas, je comprends plus mon ado, je sais plus trop qu'est-ce qui se passe avec ma conjointe et je me demande si j'ai un problème. OK. Mais quand arrive cette situation-là, c'est qu'on se dit toujours, on essaie d'amener l'individu à virer la lunette vers lui. Et habituellement, étant donné que ça fait longtemps que le problème persiste, bien souvent, on a un homme qui est arrivé au bout du tunnel, là. Et là, il dit, bon, bien, il est pas mal au bout. L'élastique est presque pété, là. Il y a eu un problème, il y a une dynamique de violence chez lui, les enfants, ça va pas bien, il y a des enjeux, une séparation qui plane, bien souvent, la conjointe est partie, est en centre d'hébergement, il y a des problèmes judiciaires qui sont là, c'est une montagne de problèmes, et cet individu-là, bien, on va travailler pour le sortir de l'isolement. OK? Autant l'agresseur que l'agressé est isolé. L'agressé peut-être moins, l'agresseur peut-être moins parce qu'il se dit, bon, sentiment de pouvoir, il est dans un gang, il a quand même des contacts avec des gens, mais en dedans, il est isolé. Il se dit, bon, j'ai fait de quoi de pas correct, puis là, je me demande jusqu'où je m'en vais, là, comment je vais la vivre, ma vie, là. Je suis pas fier de moi tout le temps là-dedans, là. Sortir les individus de l'isolement est un point central, important. Parce que, premièrement, il faut le dénoncer quand on est témoin, mais lorsqu'on en est victime ou nous-mêmes agresseurs, il faut se brancher sur la réalité et dire, bon, il m'a repositionné, comprenez-vous? Là, j'en veux plus, je veux plus faire de la violence, comment je vais m'y prendre? Bien, il y a des ressources pour ça. Okay? Il y a des individus qui peuvent aider ces individus-là, puis il faut qu'ils prennent le téléphone puis qu'ils appellent. S'ils n'appellent pas, nous autres, on n'intervient pas directement avec la clientèle. Il faut que l'individu appelle chez nous. S'il n'appelle pas, on ne fera rien. On ne peut rien faire, on n'a pas les ressources pour le faire. Et à la limite, on n'a pas le droit de se mêler de ça. Mais on entend parler. Puis on a hâte que les gens viennent nous voir, qu'ils nous appellent, les hommes surtout. Parce que nous, on travaille exclusivement avec les hommes. On veut que les hommes nous appellent pour qu'on puisse au moins valider s'il y a un problème ou non de violence. Mais la relation parent-enfant, si je reviens aux jeunes, là, la relation parent-enfant, c'est pas assez, ils sont pas assez affiliés. C'est comme. Parce que quand que ça t'arrive, mettons, moi je dis aux parents, quand ton jeune il y a des problèmes de même, faut que tu te fasses sentir à ton enfant que c'est ton ami et non ton parent, parce qu'ils pensent que les jeunes sont pas mal plus confidents entre amis qu'avec ses parents. Puis si tu es capable d'avoir une affinité avec ton parent comme ami, ça va être pas mal plus facile pour lui, pour ton enfant, de pouvoir sortir cracher les motons et qu'est-ce qu'il va penser à sa vie, s'il te voit comme un ami. Là. Okay. Toi, la relation que tu avais avec tes parents, Philippe Hugo, quand tu commettais des actes violents, est-ce que tes parents jouaient un rôle important dans cet événement-là pour te dire « Regarde, Philippe Hugo, ce que tu as fait, c'était pas correct, tu pourrais peut-être essayer de faire ça comme ça » ou tes parents te laissaient complètement... Ben, j'étais pas mal laissé à moi-même parce que, je veux dire,
j'ai perdu la connexion à mes parents assez jeunes. Là, je les voyais pratiquement quasiment jamais. Là. Puis c'est par après, il aurait pu m'aider. Moi, du coup, je me suis débrouillé avec mes amis. Là, quand j'avais des problèmes, c'est mes chums qui sont les oreilles qui écoutaient. Puis, Comme Hugo l'a dit, c'est très intéressant parce qu'il dit « je me suis débrouillé hein? ». On se débrouille avec la violence. Hein? On s'arrange pas, on se débrouille. On essaye de survivre, on essaye de sortir de la tête de l'eau, on essaye d'avoir une vie pas pire, le fun, tu sais. Mais on se débrouille, ça c'est sûr. Puis on se bat. On se bat. C'est un combat, la violence. Là. Ben moi, c'est ça. Moi, j'ai pas été... C'était pas moi qui était victime de la violence, c'est moi qui la faisais. Là. Mais, tu sais, je veux dire, sur tous les points, là, la drogue, etc., là, les parents, ils sont pas... les enfants, en tout cas, dans leur tête, c'est pas les parents qui visent en premier pour aller parler. C'est les chums. Les intervenants, même, je pense qu'ils, bien souvent, les élèves sont plus confidents avec les intervenants qu'avec leurs parents. Puis souvent, c'est à la recherche de sa propre identité et à la recherche d'un modèle qui souvent est absent ou encore inadéquat. Mais dirais-tu, Philippe Hugo, que les parents doivent jouer un rôle plus important dans la prévention auprès des jeunes? Bien, ça devrait. Mais c'est encore là, je pourrais pas... le jeune... En tout cas, il y a sûrement un lien à faire entre le parent et l'enfant. Ça, me semble évident pour moi. Okay? Et au niveau de la violence qu'on voit à la télé, dans les jeux vidéo, sur Internet, est-ce qu'on doit encadrer mieux ça, que ce soit par une législation, que ce soit par le père, la mère à la maison qui disent « Je m'excuse, mais t'écoutes pas ça, c'est trop violent Est-ce qu'il doit y avoir un meilleur encadrement par rapport à ces trois sources d'informations-là? Bien, les jeux vidéo, moi, je pense que c'est plus un défoulement. Si ça accroche un jeune, c'est parce qu'il doit avoir d'autres problèmes à quelque part, puis ça doit pas être... C'est pas relié vraiment à la TV, puis ils disent de moins montrer, moins publicité, dans le fond, la violence à la TV, mais des fois, c'est quelque chose que tu vois à la TV, que ça te pogne en dedans, wow, c'est pas correct. Là. Mais les jeux vidéo, de toute façon, on peut pas changer ça bien, je pense, là, mais c'est plus un défoulement, puis tu prends pas exemple sur un jeu vidéo, là, à moins que tu aies vraiment des problèmes. Là. Mais on parle des jeux vidéo, de la violence à la télé. Il y a déjà un système de classification qui est fait à cet égard. Bon, par exemple, vous regardez une émission à caractère violent à la télé, vous allez avoir un beau message. Ce film s'adresse à une clientèle de 13 ans et plus. La supervision parentale est demandée. Mais combien de parents supervisent leur enfant à regarder la télé? Très peu. Il y a un certain nombre de parents, bon, OK, c'est 13 ans et plus, tu peux le regarder, mon petit gars. C'est fini. D'autres parents qui vont dire, regarde, je vais regarder le film avec toi, mais sans plus. C'est parce que les parents doivent expliquer à leur enfant ce qui se passe à la télévision. Ils doivent leur expliquer que ce n'est pas nécessairement la réalité, ce qu'ils voient. À partir de quel âge on est capable de faire la distinction entre la réalité et la fiction? Ça dépend de chacun et de l'éducation que chaque enfant reçoit. Il n'y a pas un âge précis qu'une personne va dire « ce que je vois, c'est de la fiction, puis ce que je vis, c'est la réalité ». C'est difficile à mentionner. Toutefois, ce que je peux dire, ce n'est pas parce qu'un individu regarde un film violent que ça va le rendre pour autant de personnes violentes. C'est que face à une même problématique, on ne réagit pas de la même façon. Ça dépend de notre bagage personnel. Par exemple, si je prends un enfant, maintenant un homme, qui a été abusé toute son enfance par son père, qui a été frappé, peut-être que lui, plus tard, il va répéter ces comportements-là qu'il a reçus. Moi, j'ai été battu, c'est normal, moi aussi, je vais battre mon enfant. D'un autre côté, on va prendre un autre enfant qui, lui aussi, a été battu par son père toute son enfance. Et lui, contrairement à l'autre, il va se dire, moi, j'ai tellement souffert qu'il n'est pas question que je fasse vivre ça à mes enfants. Je veux leur offrir ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est pour démontrer qu'on ne réagit pas de la même façon face à une même problématique. Là. Donc, on peut... C'est en mouvement. C'est en mouvement, c'est pas statique. C'est pas 2 plus 2, ça fait 4. Puis des fois, les causes qui amènent un individu à faire un tel ou tel comportement, on se dit, mon doux, mais comment ça se fait que ça s'est articulé comme ça? Comment ça se fait que l'individu est rendu à faire ça? Quand on regarde son background, on se dit, ça n'a aucun sens. Entre le résultat et le background de l'individu, aucun sens. Puis des fois, c'est interrelié.
tout est en un morceau, bien solide, bien pacté, puis ça sort, on comprend, c'est clair. Moi, je fais attention, je veux dire, je prends pas pour acquis que l'individu devant moi, même s'il a l'air d'un nerd, comme tu as nommé tantôt, non, je pense que toute personne peut avoir un potentiel de agir violent. OK. De quelle façon on peut la prévenir, cette violence-là? Le taxage, l'intimidation, tout ce qui entoure la violence, de quelle façon on peut le prévenir? C'est d'en parler. Je pense que c'est l'élément clé. Puisque si on garde le silence face à ça, bien, c'est comme fermer les yeux sur la violence. Donc, c'est d'en parler. Comme moi, je l'ai mentionné précédemment, bien, nous, au niveau des écoles, on offre un paquet de services spécialisés pour encadrer les jeunes qui sont aux prises avec différentes difficultés. Mais encore là, c'est un travail d'équipe. C'est moi ce que je peux faire en tant qu'individu pour contribuer à la diminution de la violence. Ce que toi, tu peux faire. C'est la contribution de chacun qui va contribuer à améliorer la situation. Toi, Philippe Hugo, tu dirais de quelle façon on peut la prévenir, cette violence-là? Et moi, je pourrais pas vraiment le dire, là, je pense que c'est... Est-ce que le fait d'en parler, de sensibiliser les personnes à la violence peut amener une réduction? Ben, ça dépend pour quelle personne, là, parce qu'il y a des jeunes qui t'as beau leur parler, ou alors même un adulte, c'est dans leur tête, puis ils veulent pas. Il faut que le jeune y veuille ou l'adulte. Je vois pas d'autre façon. Puis tu peux en parler, mais il faut qu'il soit consentant, puis il faut qu'il veuille, parce que sinon, il n'y a rien à faire, je pense. Moi, je pourrais peut-être dire, c'est d'assurer une présence et un encadrement dès le bas âge là, d'un enfant. Là. Si on commence à en parler à l'âge de 16 ans, bien... Et le dire, c'est pas cool, la violence. Chez les jeunes, là, t'sais. Si t'es violent, t'es pas cool, ça pourrait avoir un effet. Mais ça semble pas être ça. Quand je les vois faire de la planche à roulettes, je les vois jouer, je les vois... En tout cas, leurs jeux, c'est des jeux violents, extrêmes, t'sais. Puis l'extrême, ben aujourd'hui, ben c'est valorisé. Oui. Si tu fais du petit ski alpin, ben cucu, t'es pas in, t'sais. Que ce soit extrême tout le temps. Tu sais, la journée qu'on va entendre des jeunes dire non, être violent, c'est pas cool, OK? C'est l'appel, le caméraman la trouve drôle. Quand on va entendre les jeunes dire la non-violence, ça c'est cool, c'est hot, c'est à la mode, OK? Peut-être qu'on va avoir un changement. Mais moi, je ressens pas, puis je vois pas, je sais pas dans ton milieu comment que ça se passe, mais je vois pas une amélioration là-dedans. Moi, je vois plutôt le contraire. L'extrême, on est rendu avec des chips extrêmes, là. Bon, ben, un moment donné, il va y avoir d'autres choses. On invente l'extrême, puis la violence cadre très bien dans ce... Ce qu'on semble observer actuellement, c'est justement la violence semble être cool, entre guillemets. Ce qui, en réalité, ne l'est pas. Quand un phénomène comme le phénomène Jackass aux États-Unis est un phénomène extrêmement populaire, il n'y a pas un problème de société à quelque part. Lequel? Bon sujet d'émission. Mais c'est ça, de voir toute la violence qui est diffusée dans cette émission-là. C'est 30 minutes, mais c'est un 30 minutes extrêmement violent. C'est comme on passe d'un extrême à l'autre. Autant à l'époque, ça pouvait être caché. Aujourd'hui, c'est peut-être trop déballé. Regarde, dans Jackass, est-ce que c'est violent prendre un nain puis le lancer dans le décor? OK? Il semblerait que c'est très drôle puis que ça marche très bien fort. C'est-tu violent? Tu sais, je veux dire, c'est rendu débile, là. Tu sais, je veux dire, c'est rendu très spécifique, là. OK? C'est plus une personne, c'est un nain. Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui manque au niveau de l'humanisme, qui manque, tu sais, là, on est rendu large, là, on est rendu large, tu sais. Mais c'est un phénomène qui marche, qui est cool. Jackass, c'est cool chez les jeunes. Si on prend plus localement ici, le phénomène Filion à Québec était très fort dans la région, beaucoup chez les jeunes. Est-ce que le fait qu'il soit maintenant ressorti des zones va permettre de réduire un petit peu cette violence-là, où il y a tellement de travail à faire que Filion soit là ou plus là, ça n'a plus aucune incidence? Mais bien souvent, c'est même pas les jeunes que ça touche le plus, que ça affecte le plus. C'est des jeunes adultes de 20 ans, là, comme Jackass. Là. C'est pas des jeunes qui le réémettent, là. C'est du monde qui sort des bars, puis hey, on se bat pour la fun. C'est une question de maturité, je pense. Puis
Il y a bien du monde qui ont du chemin à faire. Là. Au niveau des ressources, qu'est-ce qui est disponible dans la région ici pour contrer la violence? Il y a évidemment d'homme à homme, mais pour les plus jeunes, à l'école, c'est de consulter travailleur social, éducateur spécialisé, des choses comme ça. Oui, oui. Psychologue, comme je l'ai dit précédemment également, la police qui vient faire de la prévention au niveau des crimes, des actes de violence. C'est beaucoup de sensibilisation. Et c'est nos antennes, en quelque sorte, aussi. Hein? C'est nos yeux, nos oreilles, être à l'écoute. C'est d'être à l'affût de tout ce qui se passe autour des jeunes. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, est-ce qu'ils peuvent vous appeler à d'homme à homme pour avoir de l'information sur comment contrer la violence ou de vérifier avec d'autres organismes plus spécifiquement? Nous, notre mission est d'intervenir auprès des hommes, OK, 18 ans et plus. Mais c'est sûr qu'on est ouvert à donner de l'information aux gens qui se sentent concernés par la problématique de la violence conjugale ou familiale. Appelez-nous pas pour parler de la violence qui se vit en Irak, par exemple. OK, il faut bien... Puis Jackass, bien, ma foi, on a des choses à dire, mais tu sais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est en plan d'homme à homme qu'on peut vraiment alimenter là, le débat. Non, nous, on a une mission très précise qui est de l'ordre du familial et du conjugal, la dynamique de la violence. Puis les hommes qui croient avoir ce problème, OK? Nous, on ne fait que ça. Donc, qu'ils appellent, qu'ils osent se redéfinir, qu'ils osent nous appeler pour qu'on puisse au moins, OK, leur prouver qu'on est capable de les accueillir sans jugement, OK, et qu'on est capable aussi de faire quelque chose avec eux s'ils sont intéressés. Bien, tous les trois, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ces deux émissions-là sur la violence. Merci. Et puis, à la maison, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Et surtout, la violence, ça part de nous-mêmes et ça se termine par nous-mêmes. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.